Je m'appelle Michael. J'ai 42 ans. Et toute ma famille a choisi d'aller faire du repérage de salle pour le mariage de ma sœur plutôt que de venir pour l'opération à cœur ouvert de mon fils de 7 ans. Avant de vous raconter l'appel explosif que j'ai reçu de mon directeur de banque le lendemain matin, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. C'est toujours incroyable de voir jusqu'où ces histoires peuvent aller. Le téléphone a sonné à exactement 9h01. La sonnerie a tranché le calme concentré de mon bureau. J'ai reconnu le numéro immédiatement. C'était l'agence principale de la Northwood Community Bank, l'endroit où j'avais ouvert mon premier compte d'épargne avec un billet de 20 € froissé pour mon 10e anniversaire. Un lieu que j'associais à ma famille. Mon estomac s'est noué dans un œuf froid et dur. C'était Derek Morrison. Derek. Ce nom m'a traversé comme une décharge électrique. Je me souvenais de lui lors d'un barbecue familial désastreux, des années plus tôt. Il riait un peu trop fort aux mauvaises blagues de mon père. C'était le partenaire de golf de mon père. Ce n'était pas un appel ordinaire de la banque. C'était personnel. C'était une embuscade. Derek, bonjour. Tout va bien, ai-je dit, ma voix étant un masque soigneusement construit de calme. Je me suis tourné dans mon fauteuil, éloignant mon regard des rapports financiers sur l'écran qui semblaient soudain dénués de sens. Eh bien, c'est ce que j'appelle pour découvrir, a-t-il répondu. Sa voix avait ce ton trop lisse, trop professionnel, de quelqu'un habitué à annoncer de mauvaises nouvelles. J'ai votre mère, Eleanor, ici dans mon bureau. Elle est bien, pour être franc, elle fait toute une scène. J'ai fermé les yeux. Une vague de résignation lasse m'a envahi. Bien sûr qu'elle en faisait une. Les scènes publiques étaient sa spécialité. Laissez-moi deviner, ai-je dit, ma voix baissant en un murmure bas et fatigué. Elle essaie de retirer 5 000 €. Un bref silence à l'autre bout de la ligne. C'est exactement ça. Du compte d'épargne joint. Le problème, Michael, c'est que le système indique que son accès a été révoqué hier soir. L'autorisation est venue de votre portail en ligne. J'ai pris une inspiration lente et délibérée. L'air semblait lourd dans mes poumons. C'est exact, Derek. J'ai révoqué son accès. Ce n'est plus un compte joint. Elle prétend que c'est de l'argent de la famille, a insisté Derek. Son masque amical de banquier glissait, laissant apparaître l'agacement en dessous. Il était clairement de leur côté. Elle dit que vous et je la cite directement volé ses économies de retraite par pure méchanceté. Un rire amer et sans joie m'a échappé. Ce n'était pas un son d'amusement. C'était le bruit de quelque chose qui se brisait. Ses économies de retraite, Derek ? Ce compte est le fonds d'urgence médicale de mon fils. C'est aussi son futur fonds pour les études. Chaque centime qui s'y trouve, les 47 000 €, vient directement de mon salaire. Mes parents n'ont pas contribué d'un seul euro depuis plus de 10 ans. J'ai les relevés pour le prouver. Quoi qu'il en soit, a dit Derek, sa voix devenant froide et officielle, votre mère porte des accusations très graves. Elle menace de faire intervenir des avocats et parle d'abus financiers. Alors qu'elle le fasse, ai-je répondu. Une étrange et libératrice sensation de calme s'est installée en moi. Dites-lui d'engager le meilleur avocat qu'elle pourra trouver. Et vous pouvez lui dire de ma part que ce fonds est pour mon fils. Le même fils dont le cœur a littéralement été arrêté et redémarré sur une table d'opération il y a 3 jours, pendant qu'elle dégustait des gâteaux de mariage. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai du vrai travail à faire. J'ai raccroché avant qu'il puisse prononcer un autre mot. Ma main tremblait, non pas de peur, mais d'une rage pure et concentrée que j'avais gardée en bouteille toute ma vie. La guerre avait officiellement commencé. Revenons 6 semaines en arrière. J'étais assis sur le bord de cet affreux canapé à motif floral dans le salon de mes parents, le genre de meuble qui n'est là que pour faire joli. L'air était épais du parfum doucereux de ma mère et de la règle familiale tacite, tout tourne autour de Chloé. Ma mère, Eleanor, inspectait méticuleusement sa manucure. Mon père, Richard, se cachait derrière la section économique du journal. Mon frère aîné, Daniel, était absorbé par son téléphone, un sourire narquois aux lèvres devant une vidéo. Et ma petite sœur Chloé, le soleil autour duquel orbitait toute la planète familiale, envoyait des textos frénétiquement, un petit sourire satisfait sur les lèvres. J'ai raclé ma gorge. Le son a résonné anormalement fort dans la pièce silencieuse.
J'ai besoin de vous parler à tous. J'ai une mise à jour sur Léo. Cela a attiré leur attention. 5 pères d'yeux se sont tournés à contre-cœur vers moi. Nous avons vu le cardiologue pédiatrique la semaine dernière, ai-je commencé. Ma voix était plus tendue que je ne l'aurais voulu. J'ai tordu un fil lâche de mon jean. Le trou dans son cœur ne se referme pas tout seul. La pression sur ses poumons empire. Le docteur Anderson dit que nous ne pouvons plus attendre. Ils ont programmé son opération à cœur ouvert. C'est le 12 octobre. L'atmosphère détendue de la pièce s'est évaporée. Mon père a baissé son journal, le visage blême. Mon Dieu, Michael. C'est une opération sérieuse. Les risques ils sont importants. J'ai admis ma propre peur. Un goût métallique dans la bouche. C'est l'une des meilleures équipes chirurgicales du pays, mais ils ont été très clairs. C'est une procédure longue et complexe. Il sera en soins intensifs pendant quelques jours et à l'hôpital pendant au moins une semaine, peut-être plus. Ma mère a enfin posé sa main, le front plissé par la concentration. Le 12 octobre. Oh mon Dieu, c'est un mardi. Nous avons cette réunion avec le traiteur du mariage de Chloé cette semaine, n'est-ce pas? Elle a regardé Chloé. Son inquiétude était clairement dirigée vers le risque de perturber le planning du mariage. Chloé a laissé échapper un long soupir dramatique. Maman, ce n'est pas grave. On peut reprogrammer la dégustation. Mon Dieu, Michael, c'est affreux. Pauvre petit Léo. Les mots étaient corrects, mais son ton était distrait. Ses yeux étaient déjà vitreux tandis qu'elle pensait aux fleurs ou au plan de table. C'était le moment. Celui où je devais me rendre vulnérable. J'aurai besoin de vous, ai-je dit, ma voix craquant légèrement. Je ne peux pas rester seul dans cette salle d'attente. Et Léo, il n'a que 7 ans. Il est terrifié. La seule chose qu'il arrête pas de demander, c'est, est-ce que mamie et papy seront là? Est-ce que tante Chloé et oncle Daniel seront là quand je me réveillerai? J'ai laissé la question flotter dans l'air, une supplique brute et désespérée. Pendant un instant, elle a semblé percer leur égocentrisme. L'expression de ma mère s'est adoucie. Elle s'est levée, s'est approchée et a posé une main fraîche sur mon épaule. Oh, mon chéri, bien sûr que nous serons là. Ne sois pas bête. Nous ne manquerions ça pour rien au monde. Nous sommes ta famille, après tout. Daniel a enfin levé les yeux de son téléphone. Une lueur de sincérité dans le regard. Ouais, absolument, mec. On est là pour toi. Envoie-nous juste les détails. On sera là. Même Chloé a réussi un sourire douloureux mais apparemment sincère. Ne t'inquiète pas, Mikey. On sera tous là. Campés dans la salle d'attente avec du mauvais café. Pour le petit. Mon père a hoché la tête, la voix ferme. Tu as notre parole, fiston. Nous serons là pour toi et pour notre petit-fils. Le soutien collectif était si puissant, si unanime, qu'il m'a semblé qu'un poids physique venait d'être retiré de ma poitrine. Un soulagement pur et écrasant m'a envahi. J'ai regardé leur visage et, pour la première fois depuis longtemps, je me suis autorisé à les croire complètement. Je me suis dit, c'est ça. C'est la crise qui va enfin faire de nous une vraie famille. Je les ai remerciés, la voix épaisse d'émotion. Je suis sorti de cette maison avec un espoir fragile qui fleurissait dans ma poitrine. J'étais un imbécile. J'avais oublié que, dans ma famille, les promesses n'étaient pas des engagements. C'était juste de jolis mots utilisés pour mettre fin à une conversation inconfortable. L'espoir que j'ai ressenti en quittant la maison de mes parents était une chose dangereuse. C'était comme une drogue qui effaçait temporairement toute une vie de preuve du contraire. Dans le calme de ma voiture, sur le chemin du retour, les fantômes des anniversaires passés et des réussites ignorées ont commencé à s'installer sur le siège passager. J'étais le fils fiable, le stable, celui qui ne causait jamais de problème et qui, par conséquent, n'attirait jamais beaucoup d'attention. Daniel était le charmeur raté, celui qui avait toujours besoin qu'on le sorte d'un pétrin qu'il s'était lui-même créé, et que mes parents prenaient pour une personnalité excitante. Et Chloé était née étincelante. Je me souviens de mon 16e anniversaire. Tout ce que je voulais, c'était passer mon permis de conduire. L'examen était prévu ce matin-là. J'avais pratiqué le stationnement en créneau pendant des semaines. Ce matin-là, cependant,
Chloé s'est réveillée avec une terrible angine. C'était le jour de la répétition costumée de sa troupe de théâtre scolaire. Ma mère a déclaré que c'était une urgence médicale. Mon père a été envoyé à la pharmacie pour les pastilles les plus chères. Ma mère a passé la matinée à préparer des tisanes et à s'affairer autour d'elle. Mon examen de conduite a été oublié. Quand j'en ai enfin parlé vers midi, ma mère a dit, « Franchement, Michael, tu ne vois pas que ta sœur souffre? Tu pourras passer l'examen une autre fois. » Je l'ai passé un mois plus tard, en prenant le bus. L'angine de Chloé avait disparu à l'heure du déjeuner. Puis il y a eu le premier vrai jalon de ma vie d'adulte. Après des années d'économie, j'avais enfin rassemblé assez pour la compte d'un petit condo. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à moi. J'avais fait des heures supplémentaires pendant 2 ans, préparé mes propres déjeuners et dit non à tout. C'était la plus grande réussite de ma vie. J'ai invité mes parents à venir le voir. Ils sont entrés, et le premier commentaire de ma mère a été « C'est cosy, beaucoup plus petit que l'appartement que Chloé regarde en centre-ville. » Mon père a hoché la tête en signe d'approbation, passant la main sur un mur. « La peinture est un peu bâclée, fiston. » Ils sont restés 20 minutes, ont surtout parlé de la recherche d'appartement de Chloé avec portier, et sont partis. Ils n'en ont plus jamais parlé. Le souvenir le plus douloureux, cependant, était plus récent. C'était juste après mon divorce. Une période brutale où j'essayais de m'adapter à être père célibataire. J'étais sur le point d'obtenir une grosse promotion au travail, celle qui allait enfin me donner la sécurité financière dont Léo et moi avions désespérément besoin. La présentation finale était le vendredi après-midi. Mes parents avaient promis, juré même, de garder Léo. 2 heures avant que je doive partir, ma mère a appelé, « Michael, chéri, terrible nouvelle. Le chien de Chloé vient de manger une tablette de chocolat noir. Nous devons l'emmener d'urgence chez le vétérinaire. Nous ne pouvons absolument pas garder Léo. » J'ai supplié, « Maman, c'est ma carrière. Cette promotion change tout pour nous. La famille passe en premier, Michael, » avait-elle répondu, la voix dégoulinante de sanctimony. Et en ce moment, Chloé a besoin de nous. J'ai dû appeler mon patron, inventer une excuse humiliante et me retirer de la présentation. Je n'ai pas eu la promotion. Le lendemain, j'ai vu une photo que Chloé avait postée sur Instagram. C'était elle et son chien sur une terrasse ensoleillée, tous deux en parfaite santé. La légende disait, une petite frayeur, mais plus de va-bien. Rien qu'un peu de soins prescrits par le vétérinaire ne puisse arranger. C'était un schéma profond, immuable et écrasant pour l'âme. Mes besoins étaient triviaux, mes succès étaient mineurs, et mes crises étaient gênantes. Tout était toujours secondaire par rapport à Chloé. Et pourtant, je m'étais laissé croire que cette fois serait différente, parce que ce n'était pas à propos de moi. C'était à propos de mon fils, un petit garçon innocent de 7 ans. J'ai pensé, naïvement, que sa douleur serait la seule chose assez puissante pour briser le schéma. Je ne pouvais pas me tromper davantage. La nuit avant l'opération ressemblait à un cauchemar éveillé. La chambre d'hôpital était une symphonie de sons discrets et inquiétants, le bip rythmique du moniteur cardiaque, le doux sifflement de l'oxygène, l'écho lointain d'un système de haut-parleurs. Léo était une petite forme fragile au milieu du grand lit stérile. Il avait été un champion toute la journée, supportant les piqûres et les examens avec un stoïcisme qui me brisait le cœur. Mais alors que les lumières fluorescentes du couloir projetaient de longues ombres dans notre chambre, son courage de 7 ans a commencé à s'effriter. Il était allongé là, fixant le plafond en dalles acoustiques, serrant son dinosaure en peluche usée, Rex, si fort que ses jointures étaient blanches. « Papa » a-t-il murmuré, sa voix si petite qu'elle était presque avalée par le bourdonnement des machines. J'étais dans le fauteuil inconfortable des visiteurs, faisant semblant de lire un magazine. Je l'ai posé et j'ai tiré le fauteuil tout près du lit, prenant sa petite main dans les miennes. « Je suis là, mon grand. Je ne vais nulle part. » Ses grands yeux marrons, noyés de peur, se sont fixés sur les miens. Est-ce qu'ils vont vraiment venir? Est-ce que mamie et papy, et tante Chloé et oncle Daniel vont vraiment être là quand je me réveillerai? Tu as fait la promesse du petit doigt. J'ai forcé un sourire qui semblait fragile, comme s'il pouvait fissurer mon visage. Je l'ai fait, et ils m'ont promis qu'ils seraient juste dehors dans la salle d'attente tout le temps. Quand tu ouvriras les yeux, la première personne que tu verras, ce sera moi, et ensuite ils se précipiteront tous pour voir leur super-héros.
Il a semblé tirer un peu de réconfort de cela. Sa prise sur ma main s'est légèrement relâchée. Mais la peur était une présence vivante dans la chambre, un froid palpable. Il est resté silencieux longtemps, et j'ai cru qu'il s'était enfin endormi. Puis sa voix, un murmure tremblant, a tranché l'obscurité. « Papa, et si je ne me réveille pas ?» La question n'était pas juste une question. C'était une lance. Elle a traversé tous mes murs soigneusement construits de calme et a transpercé le père terrifié qui se cachait à l'intérieur. Tous les pires scénarios que le chirurgien avait été obligé de lister, toutes les sombres possibilités que j'avais enfermées dans une boîte verrouillée dans mon esprit, ont rugi pour sortir. Je n'arrivais plus à respirer. Mon propre cœur semblait se contracter dans ma poitrine, mais il ne pouvait pas le voir. Il ne pouvait pas sentir ma terreur. Il avait besoin de son papa. Je me suis penché en avant, posant mon front contre le sien, et j'ai versé chaque once d'amour, chaque bride de force qu'il me restait, dans ma voix. Et, regarde-moi, ai-je murmuré avec force. Tu es le garçon le plus courageux et le plus fort que j'ai jamais connu. Les médecins vont réparer ton cœur, et tu vas te réveiller. Tu vas te réveiller et tu vas te plaindre de la nourriture de l'hôpital, et je serai juste là. J'ai fait une promesse à mon fils dans cette chambre sombre et froide, un vœu sacré. Et je misais ce vœu sur les mots vides de gens qui traitaient les promesses comme des mouchoirs usagés. Il s'est enfin endormi d'un sommeil agité 1 heure plus tard. Je n'ai pas bougé. Je suis resté assis là, la tête posée sur le bord de son lit, sa petite main dans la mienne, et j'ai regardé la ligne verte rythmique sur le moniteur. Chaque battement était une prière. J'ai fait une deuxième promesse cette nuit-là, une promesse silencieuse à l'univers. Je protégerai ce garçon. Je serai son bouclier contre toute la douleur du monde. Je n'avais simplement jamais imaginé que les blessures les plus profondes viendraient des gens que j'étais censé appeler ma famille. 5h30 du matin. L'hôpital à 7h est une ville fantôme. Un monde de mouvements feutrés et d'odeurs stériles d'antiseptiques. Léo était réveillé, son petit corps tendu sous la fine couverture d'hôpital. Chaque grincement de chariot dans le couloir, chaque pas devant notre porte, sa tête se soulevait de l'oreiller, les yeux grands ouverts et cherchants. « C'est eux, papa. » « Pas encore, champion. Il est encore très tôt. » Je répondais, ma propre voix sonnant creux. Le nœud d'inquiétude dans mon estomac grandissait, se resserrait à chaque minute qui passait. Le texto de groupe que j'avais envoyé la veille au soir: nous sommes à l'hôpital, chambre 412. L'opération est à 6h. À demain matin. N'avais reçu qu'un seul émoji pouce en l'air paresseux de mon frère Daniel. Rien de mes parents. Rien de Chloé. Ils ne sont pas très forts en texto, me suis-je dit. Ils sont probablement déjà en route. C'était un bouclier fragile contre une peur rampante. À 6h02, une infirmière au visage bienveillant nommée Sarah est entrée avec un brancard de transport. Son sourire était chaleureux, mais son regard était sérieux. « C'est l'heure, Léo », a-t-elle dit doucement. « L'heure de faire réparer ce cœur. » Le visage de Léo s'est décomposé. Un sanglot brut et terrifié s'est échappé de ses lèvres, et il a jeté ses bras autour de mon cou, s'accrochant à moi avec une force surprenante. « Non, je ne veux pas. Ils ne sont pas encore là. Tu avais promis. » L'accusation dans sa voix a été un coup physique. « Je sais, mon grand. Je sais », ai-je réussi à articuler, luttant contre mes propres larmes. J'ai détaché ses bras de mon cou, le cœur brisé à chaque centimètre. Ils doivent être coincés dans cet horrible trafic du matin. Tu sais comment conduit ta grand-mère. Ils seront là d'une minute à l'autre. Je te le promets. C'était un mensonge désespéré et pathétique, et je crois que nous savions tous les deux qu'il était faux. J'ai aidé Sarah à l'installer sur le brancard tandis qu'il commençait à l'emmener. Ses yeux grands ouverts, mélange terrifiant de peur et de trahison, ne quittaient pas mon visage. Je marchais à côté de lui dans le long couloir anormalement lumineux, passant devant des portes fermées et des postes infirmiers silencieux, jusqu'aux imposantes doubles portes de l'aile chirurgicale. Je me suis penché, j'ai embrassé son front tremblant une dernière fois. Je t'aime. Tu es mon héros. Je te verrai dans quelques heures. Puis les portes se sont refermées, et il a disparu. La marche jusqu'à la salle d'attente chirurgicale a été la plus solitaire de ma vie. C'était une grande salle impersonnelle, meublée de chaises inconfortables et d'une table couverte de magazines dépassés. Une poignée d'autres familles étaient éparpillées,
parlant à voix basse, puisant de la force les unes des autres. Elles formaient des unités, des équipes. J'étais une île solitaire d'anxiété. Je me suis assis dans un coin et j'ai sorti mon téléphone. Il ressemblait à une brique inutile dans ma main. 7 heures. J'ai appelé ma mère. Ça a sonné et sonné, puis est passé sur la messagerie. Bonjour, vous êtes sur le répondeur d'Eleanor. Veuillez laisser un message. Sa voix était joyeuse, enregistrée un jour ensoleillé et insouciant. 7h05. J'ai appelé mon père. Directement sur la messagerie. 7h10. J'ai appelé Chloé. Ça a sonné une fois, puis l'appel s'est terminé brusquement. Une peur froide m'a envahi. Elle n'avait pas manqué l'appel. Elle l'avait rejeté. Elle avait vu mon nom sur l'écran et avait activement appuyé sur ignorer. 7h15. J'ai appelé Daniel. Messagerie. Je me suis adossé à la chaise en plastique dur, le téléphone serré dans une prise aux jointures blanches. 1 heure est passée, puis une autre. Les autres familles recevaient des mises à jour périodiques des médecins. Il y avait des larmes de soulagement, des étreintes serrées, des célébrations discrètes. Je restais assis là, fixant mon téléphone silencieux, sentant les regards de pitié des inconnus. Le silence de ma famille n'était plus un mystère. C'était un message. C'était un acte délibéré et calculé d'abandon. Et cela se produisait pendant que le cœur de mon fils était littéralement entre les mains d'un chirurgien. Juste après 8 heures, après 2 heures d'agonie silencieuse, mon téléphone a enfin vibré. L'identifiant indiquait le papa. Une vague de soulagement si puissante qu'elle a failli faire plier mes genoux m'a traversé. J'ai bondi, marchant déjà vers les ascenseurs. Ils sont là. Ils sont perdus dans le parking. Ils ont crevé un pneu. Mon esprit s'emballait, fabriquant désespérément des excuses pour eux. Papa, où êtes-vous? Vous êtes en bas, ai-je demandé, les mots se bousculant. Michael. Sa voix était mince, tendue, et j'entendais le brouhaha artificiel d'un lieu public en arrière-plan. Pas un hôpital. Écoute, fiston. Il y a eu un changement de plan. Nous ne pourrons pas venir. Le monde a basculé sur son axe. Le bruit de fond de la salle d'attente s'est réduit à un bourdonnement sourd dans mes oreilles. Quoi? Comment ça, vous ne pouvez pas venir? Ma voix était un murmure étranglé. Papa. Léo est sur la table d'opération en ce moment même. Je sais, Michael. Je sais, a-t-il dit, sa voix précipitée et défensive. C'est juste que quelque chose d'inévitable est arrivé. C'est à propos du mariage. Le mariage? Les mots ont atterri comme un coup de poing dans le ventre. Le mariage n'est que dans 2 mois. Qu'est-ce qui, au nom de Dieu, pourrait être plus important que la vie de ton petit-fils? C'est la salle, a-t-il bafouillé. Et j'entendais la voix tranchante de ma mère en arrière-plan, lui soufflant les répliques. Il y a eu un problème de réservation, un conflit. Ils ont peut-être double réservé la grande salle de bal. Nous avons dû venir immédiatement pour régler ça. Ta mère est dans tous ses états. Chloé est dévastée. J'ai appuyé mon front contre la fenêtre froide. Le verre ne faisait rien pour refroidir la rage brûlante qui montait en moi. Il ne sauvait pas une vie. Il ne gérait pas une urgence. Il discutait avec un responsable de traiteur. Ils avaient pesé l'opération à cœur ouvert de mon fils contre un possible désagrément de fête. Et la fête avait gagné. Ce n'était même pas un concours. Tu es sérieux là, ai-je dit, ma voix dangereusement basse. Tu es en train de me dire que protéger la compte d'une salle de réception est la priorité de ta famille aujourd'hui? J'ai pensé à mon ex-femme, à comment, même après notre divorce amer, elle aurait remué ciel et terre pour être là si elle avait pu. Mais elle était décédée 2 ans plus tôt, me laissant naviguer seul. Ne me parle pas sur ce ton, Michael, a claqué mon père, sa culpabilité se transformant en colère. Il y a beaucoup d'argent en jeu. C'est un contrat très important. C'est l'avenir de Chloé dont on parle. Important. Ce seul mot a tranché le dernier fil d'espoir que j'avais encore pour eux. Je comprends, ai-je dit, ma voix dépourvue de toute émotion. Il s'est accroché à cela, soulagé. Tu comprends? Oh, tant mieux. Je savais que tu verrais la raison. Non,
ai-je corrigé, ma voix froide et stérile comme les instruments chirurgicaux utilisés sur mon fils. Je comprends exactement ce que mon fils et moi représentons pour vous. Je comprends où nous nous situons dans vos priorités. Ne t'inquiète pas d'appeler pour des nouvelles. Je gérerai ça à partir de maintenant. J'ai mis fin à l'appel. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas effondré. Je suis juste resté là, fixant la fenêtre d'un regard vide, tandis qu'une certitude terrible et clarifiante s'installait dans mes os. La famille que je croyais avoir, la famille à laquelle je m'étais désespérément accroché toute ma vie, n'existait pas vraiment. C'était une illusion, et elle venait de disparaître en fumée. 4h30 après qu'on me l'ait enlevé, le chirurgien, le docteur Anderson, est apparu à travers les doubles portes. Son visage était fatigué mais calme. « Michael », a-t-elle dit, et mon cœur s'est arrêté. L'opération s'est très bien passée. La réparation est solide. C'est un petit dur à cuire. Il est en salle de réveil maintenant. L'air que je retenais sans le savoir est sorti de mes poumons dans un sanglot rauque. J'ai couvert mon visage de mes mains et j'ai pleuré, non pas de tristesse, mais d'un relâchement de tension si profond que chaque muscle de mon corps semblait se détendre d'un coup. Quand on m'a enfin autorisé à entrer en salle de réveil, la vue de lui m'a coupé le souffle. Il avait l'air si petit, si pâle, flottant dans une mer de drap blanc, relié à un réseau de machines qui bipaient. Ses yeux ont papilloté, vitreux à cause de l'anesthésie. Ses premiers mots bredouillés ont été un poignard dans mon cœur. Est-ce qu'ils sont venus, papa? Regarder dans ses yeux confiants et remplis de douleur et lui dire la vérité était un acte de cruauté dont je n'étais pas capable. Alors j'ai menti. Ils ont été retardés par une situation folle. Ils t'envoient tout leur amour, mon grand, ai-je murmuré en caressant ses cheveux. Ils ont hâte de te voir quand tu te sentiras un peu mieux. Il a essayé de hocher la tête. Un éclair de déception a traversé son visage avant que les médicaments ne le replongent dans le sommeil. Ce mensonge avait un goût de poison sur ma langue. Le lendemain, il était plus alerte et il a demandé à nouveau. Il n'a pas pleuré quand je lui ai donné une autre excuse vague. Il a simplement tourné son visage vers la fenêtre et est devenu très silencieux. C'était un silence lourd et déchirant, le son de la foi d'un enfant qui se fissure. Ce soir-là, ma mère a appelé. Sa voix était légère, complètement dépourvue de culpabilité. « J'entends que le petit soldat va merveilleusement bien », a-t-elle gazouillé. « Franchement, Michael, tu étais tellement dramatique hier. Nous savions qu'il irait bien. » Elle s'est ensuite lancée dans un récit détaillé de son combat épique avec le responsable de la salle, se peignant en héroïne qui avait sauvé le mariage de Chloé. Je suis resté assis là, écoutant son monologue autosatisfait, un bourdonnement statique et engourdi dans les oreilles. Je ne me souviens pas de ce que j'ai dit. Je crois que j'ai simplement raccroché. Nous avons passé 3 jours de plus à l'hôpital. J'ai concentré chaque once de mon être sur Léo. Nous avons regardé des films. Je lui ai lu des histoires. Et lentement, j'ai vu mon garçon me revenir. Nous sommes enfin rentrés à la maison. Je venais juste de l'installer sur le canapé, emmitouflé dans sa couverture préférée avec une pile de bandes dessinées, quand mon téléphone a vibré. Un texto de maman. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. Il disait, tellement content que Léo soit rentré et en voie de guérison. Excellente nouvelle. Chloé a trouvé la robe. C'est une création de designer. Un rêve absolu. Elle coûte 5 000 €. Ton père et moi couvrons notre part. Nous avons besoin que tu contribues à la tienne. Merci de transférer l'argent d'ici vendredi. Je l'ai lu 1 fois, puis 2. Mon regard est passé de l'écran lumineux dans ma main à mon fils endormi sur le canapé. Sa respiration était superficielle, et je pouvais voir le bord du gros bandage dépassé du col de son pyjama. Une cicatrice sur son cœur, un rappel permanent de la bataille qu'il venait de mener seul. Et puis j'ai regardé à nouveau le texto, une demande d'argent, pour un morceau de tissu, de la part de gens qui avaient décidé qu'une conversation avec un traiteur était plus importante que sa vie. Quelque chose en moi ne s'est pas simplement brisé. Ça a explosé. Tout le chagrin, toute la rage, toute la douleur accumulée d'une vie entière à être toujours le deuxième choix. Tout a pris feu et j'ai commencé à rire. C'était un son sauvage, brut, déchaîné, plus proche du sanglot. Mes doigts ont bougé comme dotés d'une vie propre. J'ai ouvert mon application bancaire.
J'ai navigué jusqu'à la page de virements Zelle. J'ai entré le numéro de téléphone de ma mère. Montant, 0,50 €. Dans la ligne mémo, j'ai tapé, pour le voile. Meilleurs vœux. J'ai appuyé sur envoyer. Puis, avec une précision froide et délibérée, je suis allé sur la page de gestion du compte pour le fonds de Léo. J'ai trouvé la section des utilisateurs autorisés. J'ai vu son nom, Eleanor, et d'un seul tapotement décisif, j'ai appuyé sur supprimer. Une fenêtre est apparue, êtes-vous sûr de vouloir révoquer définitivement l'accès d'Eleanor à ce compte? Mon doigt a claqué sur confirmer. Ensuite, j'ai ouvert ma liste de contacts et, un par un, j'ai bloqué tout le monde. Maman, papa, Chloé, Daniel. La tempête était passée. La guerre venait juste de commencer. L'adrénaline de la rupture des liens m'a porté le reste de la journée. Mais après l'appel avec Derek Morrison, je savais que je ne pouvais pas simplement fonctionner sur une colère vertueuse. Ils avaient porté les choses à un niveau légal, et je devais me préparer. Mon premier appel a été pour Henry, mon ami le plus proche et analyste senior dans mon entreprise. Il avait été mon témoin de mariage et la première personne que j'avais appelée quand ça s'était terminé par un divorce. C'était mon rock. J'ai fait les 100 pas dans mon bureau, le téléphone pressé fort contre mon oreille, en racontant chaque détail exaspérant, la salle d'attente vide, l'appel de mon père, le texto insensible, ma vengeance de 50 cents, et enfin l'appel de leur homme à la banque. Henry a écouté. Son silence témoignait de la colère qui montait en lui pour moi. Quand j'ai terminé, il est resté silencieux un moment. D'accord, a-t-il dit, la voix basse et grondante. D'abord, je suis désolé, Michael. C'est un niveau d'égoïsme monstrueux que je ne peux même pas comprendre. Deuxièmement, bravo à toi. Il était grand temps que tu abattes le marteau. Elle menace de poursuite, Henry. Elle parle d'abus financiers. Laisse-la faire, a-t-il ricané. C'est une tactique d'intimidation. Michael, tu es un gars de la finance. Tu connais la procédure. Quelle est la structure légale de ce compte? Est-elle copropriétaire avec des droits égaux ou simplement une signataire autorisée que tu as ajoutée pour plus de commodité? Juste une signataire, ai-je confirmé. Je l'ai configurée comme ça il y a des années, comme mesure de sécurité quand Léo était bébé, au cas où il m'arriverait quelque chose. Je suis le seul propriétaire. Tous les formulaires fiscaux pour les intérêts viennent à mon nom avec mon numéro de sécurité sociale. Alors elle peut pleurer jusqu'à la lune, mais elle n'a aucune base légale, a dit Henry avec conviction. Mais ne te fie pas à moi. Tu connais le conseil juridique que nous avons retenu. Appelle-les. Utilise le compte de l'entreprise. C'est une question de protection d'actifs personnels. Prends une consultation de 15 minutes. Obtiens un avis juridique professionnel par écrit et commence ton dossier. Fais des captures d'écran du texto. Note une chronologie de chaque conversation, chaque promesse brisée. Traite ça comme si tu préparais une offre publique d'achat hostile, parce que c'est exactement ça. Ces mots ont été comme une giclée d'eau glacée, emportant le dernier de ma panique émotionnelle et la remplaçant par une stratégie froide et dure. Il avait raison. C'était mon terrain. La finance, la documentation, les preuves. C'était ce que je faisais pour vivre. J'ai passé l'heure suivante à me transformer d'un fils blessé en un analyste méthodique. J'ai appelé le cabinet d'avocats. Un avocat vif et efficace a confirmé tout ce qu'Henry avait dit. À moins que votre mère puisse produire un dossier de contribution substantielle et régulière, sa réclamation est frivole, a-t-elle dit. Un juge la rejetterait du tribunal en riant. Ensuite, j'ai créé un nouveau dossier crypté sur mon disque dur. J'ai sauvegardé la capture d'écran du texto de ma mère. J'ai téléchargé les 10 dernières années de relevés bancaires du compte d'épargne, un dossier impeccable et indéniable de dépôts mensuels provenant de mon salaire. J'ai retrouvé l'accord original d'ouverture de compte dans mes archives numériques. J'ai tout compilé. Puis j'ai ouvert un document vierge et j'ai commencé à écrire, créant une chronologie détaillée et impartiale des événements, avec date, heure et citation directe. Une étrange calme s'est installée sur moi. Il pensait qu'il s'en prenait à l'ancien Michael, le pacificateur silencieux qui ferait n'importe quoi pour éviter une confrontation. Ils étaient sur le point de découvrir qu'ils affrontaient quelqu'un d'entièrement différent, quelqu'un avec un avis d'avocat, 10 ans de relevés financiers et une colonne vertébrale faite d'acier pur et sans alliage.
Le coup frappé à ma porte ce soir-là était doux, hésitant. Pas l'appel frénétique de ma mère, mais l'approche prudente d'un diplomate. J'ai su que c'était Daniel avant même de regarder par le Judas. Il était l'équipe de nettoyage désignée de la famille, celui qu'on envoyait quand les tactiques de terre brûlée de ma mère échouaient. Il se tenait sur mon porche avec un pack de 6 bières IPA artisanales, mes préférées. Son visage était arrangé en un masque de préoccupation fraternelle. « Hey mec », a-t-il dit quand j'ai ouvert la porte. « T'as une minute ? Je pense qu'on devrait parler. » Je me suis écarté sans un mot. Il est entré dans la cuisine et a posé les bières sur le comptoir. Une offrande de paix que je n'avais aucune intention d'accepter. « Alors », a-t-il commencé, s'appuyant contre le comptoir et essayant d'avoir l'air décontracté, maman m'a appelé. Elle est, tu sais, en train de péter les plombs. Je m'en doute, ai-je dit, la voix plate. Je ne lui ai pas offert de siège. Ça doit être terriblement gênant quand ton distributeur automatique refuse de sortir ton entitlement non mérité. Daniel a soupiré. Une démonstration théâtrale d'épuisement. Allez, Michael. Ne sois pas comme ça. Tu sais comment elle est. Elle est obsédée par ce mariage pour Chloé. C'est tout ce à quoi elle pense. Et l'opération à cœur ouvert de mon fils, ai-je répliqué, ma voix dangereusement basse. Est-ce que ça a occupé une seule de ses pensées? Écoute, on a merdé, a-t-il dit enfin en me regardant dans les yeux. Il avait la décence d'avoir l'air honteux. D'accord, on a tout foiré sur ce coup-là. On aurait dû être là. Il n'y a pas de bonne excuse. Pendant une fraction de seconde, une partie idiote de moi a espéré qu'il comprenne vraiment. Mais il a continué, et l'espoir est mort instantanément. Ce n'est pas la façon de gérer ça. Tu ne peux pas tout faire exploser. C'est 5 000 €, Michael, est-ce que ça vaut vraiment la peine de brûler toute la famille? Pense à l'avenir, à un éventuel héritage, au fait. Donne-lui juste l'argent. Laisse Chloé avoir sa robe stupide. On peut tous s'excuser. On achètera un énorme cadeau à Léo, et on pourra tourner la page. Juste pour garder la paix. Garder la paix. Le mantra familial de toute ma vie. Garder la paix avait toujours été le code pour « laissez-nous faire ce que nous voulons, et n'osez pas vous plaindre ». C'était la phrase qu'ils utilisaient pour me faire taire, pour invalider mes sentiments, pour maintenir leur statu quo confortable et dysfonctionnel. La paix, ai-je répété, un sourire sans humour sur le visage. Il n'y a pas de paix, Daniel. Il y a seulement une longue histoire où vous me piétinez et où je suis trop épuisé pour me battre. Et tu n'es pas là pour négocier la paix. Tu es là parce que maman t'a envoyé. Tu es là parce que tu ne veux pas subir ces hurlements pendant les 6 prochains mois. Tu veux que je capitule pour que ta vie redevienne facile. Le masque du frère inquiet a disparu. Sa mâchoire s'est crispée. Tu sais, pour un gars intelligent, tu es incroyablement stupide sur ce coup, a-t-il dit, sa voix devenant méchante. Tu punis tout le monde pour une erreur. Ce n'était pas une erreur, ai-je corrigé, ma voix comme de la glace. Il m'a fixé, la bouche s'ouvrant et se fermant sans bruit. Il n'avait jamais vu cette version de moi auparavant. Il a saisi les bières sur le comptoir si violemment qu'une bouteille a tinté contre une autre. Tu vas regretter ça, Michael, a-t-il craché. Tu es tout seul là-dedans. Il a claqué la porte en sortant. Non, ai-je pensé tandis que le silence s'installait autour de moi. Je ne suis pas seul. J'ai mon fils. Et pour la première fois, ça me suffit. 2 jours plus tard, l'assaut principal a commencé. C'était un samedi après-midi. Pour la première fois depuis l'opération, Léo avait assez d'énergie pour s'asseoir par terre dans le salon et assembler méticuleusement un vaisseau spatial Lego complexe. J'étais par terre avec lui passant les pièces qu'il demandait, baignant dans la joie simple et paisible du moment. Puis la sonnette a retenti. Ce n'était pas une sonnerie normale. C'était un martèlement frénétique et insistant sur le bouton, un son de pur entitlement. J'ai regardé par le Judas. Mon estomac s'est serré. Toute la troupe était là. Ma mère, Éléanore, le visage noir de fureur. Mon père, Richard, debout derrière elle comme un garde du corps sinistre. Et à côté d'eux, le visage bouffi et strié de larmes, la princesse elle-même, Chloé. Mon premier instinct a été de protéger Léo. Et mon grand, ai-je dit, gardant une voix légère et stable.
J'ai besoin que tu prennes ton vaisseau spatial et que tu le termines dans ta chambre, d'accord? Mamie et papy sont là et les adultes doivent avoir une conversation très ennuyeuse. Il a vu l'expression sur mon visage et a compris instantanément. C'était un enfant qui était devenu expert pour lire les atmosphères tendues. Sans un mot, il a ramassé ses pièces Lego et a filé dans le couloir, fermant doucement la porte de sa chambre derrière lui. J'ai pris une profonde inspiration fortifiante, tourné le verrou et ouvert la porte. Ma mère a fait irruption, sans attendre d'invitation. Michael, qu'est-ce que tu crois que tu fais? Tu bloques nos numéros? Tu voles notre argent? Tu as complètement perdu la tête? Chloé est entrée après elle, déjà en pleine lamentation. Tu ruines mon mariage, mon unique journée parfaite. La mère de Grayson n'arrête pas de demander pour la robe, et je dois lui dire que mon propre frère la retient en otage. Mon père est entré en dernier, une présence imposante et silencieuse de désapprobation. Il a fermé la porte derrière lui avec un bruit sourd. D'accord, mettons quelque chose au clair, ai-je dit en me tournant vers eux. Ma voix était calme, mais elle avait une dureté qu'il n'avait jamais entendue auparavant. 1. Sortez de chez moi. 2. Je n'ai rien volé. J'ai sécurisé les actifs de mon fils contre un groupe de personnes qui ont soudain décidé que son fonds pour les études était leur tirelire personnel. Cet argent est à lui, pas à vous. Pas de l'argent de la famille. C'est de l'argent de la famille, a hurlé Eleanor, sa voix montant dans les aigus. Une famille est censée s'entraider. Ta sœur est en crise. Elle a besoin de cette robe. La compte est non remboursable. C'est ce qu'un bon frère, un bon fils est censé faire. Aider. J'ai laissé échapper un rire bref et incrédule. Laissez-moi vous dire à quoi ressemble l'aide. L'aide, c'est rester dans une salle d'attente froide et stérile pendant 4h30, en priant pour que votre fils ou petit-fils de 7 ans ne meure pas sur une table d'opération. L'aide, c'est se montrer. L'aide, c'est répondre à ce fichu téléphone. Vous ne savez rien de l'aide. Vous ne savez que demander et prendre. C'est une chose vicieuse et haineuse à dire, a craché ma mère. Est-ce que c'est la vérité? Pourtant, ai-je contré en faisant un pas en avant. J'ai regardé directement Chloé, dont les larmes de comédie semblaient soudain se tarir sous mon regard direct. Tu n'es pas dévasté pour ton mariage. Tu es gêné. Ton neveu, le petit garçon qui te faisait des colliers de macaroni, se faisait ouvrir la poitrine, et toi tu t'inquiétais d'un conflit de réservation. Tu as rejeté mon appel de l'hôpital. Tu pensais que je ne le remarquerais pas. Elle a rougi, bafouillant. C'était un mauvais moment. Nous étions en réunion et tu. Je me suis tourné vers mon père qui évitait toujours mon regard. Tu n'as même pas pu inventer ton propre mensonge. Je l'entendais en arrière-plan te souffler les répliques. As-tu déjà eu une seule pensée qu'elle n'ait pas approuvée d'abord? Il a tressailli comme si je l'avais frappé. Vous n'avez aucune idée de ce que nous traversons, a enfin réussi à dire Chloé, la voix tremblante d'apitoiement sur elle-même. Alors, pour l'amour de Dieu, éclairez-moi, ai-je tonné, mon contrôle cédant enfin. Mon père avait l'air de vouloir que le sol l'engloutisse tout entier. Mais c'est ma mère, acculée dans un coin et furieuse de perdre le contrôle du récit, qui m'a enfin donné la réponse. Et en le faisant, elle a fait exploser une bombe au centre de la pièce. Tu penses que c'est à propos d'une robe, a hurlé ma mère, sa voix rauque d'une désespoir terrifiant dans son intensité. Tu penses que nous sommes aussi bouleversés pour un morceau de tissu? Espèce d'égoïste, d'ignorant petit garçon. Tu n'as aucune idée de ce qui est vraiment en jeu ici. Je suis resté ferme, les bras croisés, un calme froid descendant sur ma rage. Alors dis-moi, maman, j'écoute. Qu'est-ce qui est en jeu? Tout, a-t-elle crié, ses mains s'agitant frénétiquement comme pour chasser un démon invisible. Tout est en jeu. Nous avons besoin de cet argent. Nous en avons besoin maintenant. Vous n'avez pas besoin d'une robe à 5000 €, ai-je dit, ma voix descendant à un niveau bas et dangereux. Vous la voulez. Et ce fut l'épingle qui a dégoupillé la grenade. Sa façade soigneusement construite de préoccupations maternelles et d'indignation vertueuse s'est brisée, et la vérité brute, laide et terrifiée a jailli. Ce n'est pas pour la robe, idiot, a-t-elle hurlé. Les mots étaient si forts qu'ils semblaient faire trembler les murs de ma maison. Le silence qui a suivi était absolu, assourdissant. La robe n'est qu'un prétexte. L'entreprise de ton père est en train de couler. Ça fait 1 an qu'elle échoue.
Nous sommes en retard de plusieurs mois sur l'hypothèque. Nous allons perdre la maison, les voitures, tout. Ce mariage, la famille de Grayson, ils ont de l'argent, du vrai argent. C'est notre seule issue. Nous devons avoir l'air réussi. Nous avons besoin que ce mariage soit parfait. Nous avons besoin que sa famille pense que nous sommes leurs égaux pour qu'ils renflouent l'entreprise de ton père. Alors oui, nous avons besoin de cet argent. La confession est restée suspendue dans l'air entre nous, laide et palpitante. Le sang s'est retiré du visage de mon père. Il a regardé ma mère avec une expression d'horreur pure, comme s'il ne pouvait pas croire qu'elle venait de tout dire à voix haute. Chloé est restée figée, la bouche ouverte, les yeux écarquillés par un choc sincère qui n'avait rien à voir avec sa robe de mariée. C'était clairement une nouvelle pour elle. La princesse gâtée avait été un pion dans le plan financier désespéré de ses propres parents. Et à ce moment-là, j'ai tout compris. Ce n'était pas seulement du narcissisme. Ce n'était pas seulement de la cruauté occasionnelle. C'était une décision commerciale calculée et froide. Ils avaient regardé 2 événements sur un calendrier et l'opération au cœur de Léo et se sauver de la ruine financière et ils avaient fait leur choix. La douleur de mon fils avait été pesée contre leur désespoir financier. Et elle n'avait eu aucune chance. Ils étaient prêts à sacrifier son bien-être émotionnel, sa confiance, son sentiment de sécurité, tout cela pour une chance de conclure une affaire. La colère en moi ne s'est pas éteinte. Elle s'est transformée en glace. J'ai regardé les 3. Ma mère hystérique, mon père brisé, ma sœur stupéfaite, et je n'ai ressenti qu'une vaste pitié vide. Je suis allé à la porte d'entrée et je l'ai ouverte. Sortez, ai-je dit. Ma voix était calme, presque un murmure, mais elle portait la finalité d'un marteau de juge. Ma mère m'a fixé, la poitrine haletante. Michael, tu ne comprends pas. Oh, je comprends parfaitement, ai-je répondu, ma voix durcissant. Je comprends que vous alliez utiliser le fonds pour les études de mon fils pour financer un mensonge. Sortez de chez moi. Vos échecs financiers ne sont pas la responsabilité de mon fils. Chloé, trouvant enfin sa voix, a commencé à bafouiller des excuses, mais je l'ai coupée. J'ai regardé directement mon père. L'opération à cœur ouvert de mon fils était une perte acceptable dans ton plan d'affaires? Il a tressailli, incapable de croiser mon regard, et s'est traîné dehors comme un condamné. Chloé a suivi, un air perdu sur le visage. Ma mère est restée la dernière. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, le combat disparu, le visage masque d'une défaite amère. Tu as détruit cette famille, a-t-elle murmuré. Non, ai-je dit en la regardant droit dans les yeux. Je n'étais plus le garçon qu'elle pouvait intimider. Toi et papa l'avez détruite avec vos mensonges et votre orgueil. Je suis juste celui qui a enfin allumé la lumière. J'ai fermé la porte devant son visage, tiré le verrou et me suis appuyé contre le bois solide. Le silence béni et profond de ma propre maison m'a enveloppé comme un baptême. C'est le moment qui a tout changé. Le moment où j'ai enfin repris le contrôle de ma vie. Merci d'être resté jusqu'ici avec moi. Vous êtes incroyable. Si vous pouviez me faire une énorme faveur en likant cette vidéo et en mettant un 1 dans les commentaires ci-dessous, ça me fait savoir que vous êtes avec moi sur ce chemin. Ça n'aide pas seulement plus de gens à découvrir cette histoire. Ça me dit que mes expériences ont du sens pour quelqu'un quelque part. Votre soutien est la plus grande motivation pour que je continue à partager la suite de l'histoire. Les jours qui ont suivi l'explosion ont été marqués par une série de répliques. La première vague est venue des cercles extérieurs de la famille, les singes volants, comme ma thérapeute les appellerait plus tard. Des proches envoyés par ma mère pour me culpabiliser et me remettre dans le rang. Ma tante Carole a été la première. Michael, mon chéri, a-t-elle commencé, la voix dégoulinante de condescendance sirupeuse. Tante Carole, ai-je dit, la voix polie mais ferme. Laissez-moi vous poser une question. Est-ce que ma mère a mentionné, par hasard, qu'elle, mon père, mon frère et ma sœur ont tous sauté l'opération à cœur ouvert de mon fils de 7 ans pour aller discuter avec un organisateur de mariage? Un bref silence bafouillant à l'autre bout. Eh bien, elle a mentionné qu'il y avait eu quelques complications inévitables. Et est-ce qu'elle a aussi mentionné que l'entreprise de son mari est en faillite et qu'ils essayaient d'extraire 5000 € du fonds médical de mon fils pour sauver les apparences auprès du riche fiancé de ma sœur? Ai-je continué calmement, car ce sont ces complications. Si vous pensez qu'ils méritent votre soutien, vous devriez leur faire un chèque.
Mais l'avenir de mon fils n'est pas à vendre. Merci de ne plus m'appeler à ce sujet. J'ai raccroché. Les appels des proches ont cessé. La deuxième vague a été un assaut direct. Ma mère, réalisant qu'elle était bloquée sur tous les autres fronts, a décidé d'apporter la bataille sur mon terrain, mon bureau. Je travaillais dans une entreprise financière de taille moyenne avec un open space. J'étais en conférence téléphonique sur les résultats trimestriels quand je l'ai vue à travers la paroi vitrée de la salle de réunion. Elle est entrée comme si elle était propriétaire des lieux. Son visage était un masque de détermination sinistre, se dirigeant directement vers mon bureau. Mon sang s'est glacé. C'était une limite sacrée qu'elle franchissait. Avant qu'elle n'atteigne mon bureau et ne commence une scène, mon patron, Monsieur Davison, le PDG de l'entreprise, est sorti de son bureau d'angle. C'était un homme distingué d'une soixantaine d'années, vif, perspicace, et pas quelqu'un avec qui on plaisantait. Il l'a intercepté physiquement. « Puis-je vous aider ?» a-t-il demandé, la voix calme et rayonnant d'autorité. « Je suis ici pour voir mon fils, Michael », a-t-elle annoncé comme si cela lui donnait l'immunité diplomatique. « C'est une affaire familiale privée. »« Ceci est un lieu de travail privé », a contré Monsieur Davison avec fluidité, sans bouger d'un pouce. « Toute affaire familiale peut être traitée en dehors des heures de bureau. Je vais devoir vous demander de partir, sinon je ferai appel à la sécurité pour vous escorter. » Ma mère est restée stupéfaite, silencieuse. Elle était tellement habituée à être aux commandes que se faire calmer et fermement repousser par un inconnu l'a laissée momentanément paralysée. Elle m'a lancé un regard de pur venin, puis a fait volte-face et est sortie en trombe. Tout le bureau a retenu son souffle collectivement. 10 minutes plus tard, j'ai reçu l'email que je redoutais, de l'assistante de Monsieur Davison. Monsieur Davison souhaiterait vous voir dans son bureau dès que possible. Je suis entré en m'attendant à un sermon. Il m'a fait signe de fermer la porte et de m'asseoir. Il n'a pas mentionné ma mère. Au lieu de cela, il s'est penché en avant. Votre fils, Michael, comment se passe sa convalescence? La question était si inattendue qu'elle m'a déstabilisé. Il va très bien, monsieur. Merci. Il a hoché la tête, un petit sourire effleurant ses lèvres. Bien. Je ne connais pas les détails de ce qui se passe dans votre vie personnelle et je n'en ai pas besoin. Mais je sais ce que j'ai vu dans ce bureau. Au cours des 2 derniers mois, vous avez géré un niveau de stress personnel inimaginable. Et vous n'avez manqué aucun délai, vous n'avez laissé tomber aucune balle. Vous avez montré plus de grâce sous pression que des hommes 2 fois plus âgés que vous. C'est du caractère. Il a fait glisser un dossier sur le bureau poli vers moi. Nous restructurons la division de gestion de patrimoine. Le conseil a approuvé ma recommandation de vous nommer à sa tête. C'est une promotion importante avec un salaire à la hauteur. Vous l'avez mérité. J'ai fixé le dossier, puis lui, sans voix. Dans les décombres de ma famille, un inconnu me montrait le respect et la validation que j'avais recherché toute ma vie auprès d'eux. Ça ressemblait à remonter à la surface après avoir été maintenu sous l'eau pendant très longtemps. Quelques semaines plus tard, mon père est venu chez moi. Il est venu seul. Je l'ai vu depuis la fenêtre de la cuisine, debout sur le trottoir pendant une bonne 5 minutes, regardant la maison comme si c'était une forteresse qu'il n'avait pas le courage d'approcher. Quand il a enfin sonné, il avait l'air d'un homme qui avait vieilli de 10 ans en un mois. Ses épaules étaient affaissées et ses yeux creux. Je l'ai laissé entrer, mais je ne l'ai pas invité à s'asseoir. Nous sommes restés dans le silence gênant de l'entrée. Je suis désolé, a-t-il enfin dit, sa voix un murmure. Les mots semblaient douloureux, comme s'ils étaient arrachés de sa gorge. Pour tout, Michael. Il n'y a pas d'excuse. Pas une seule. Je ne lui ai pas offert d'absolution facile. Je l'ai juste regardé. Pourquoi, papa, ai-je demandé. C'est tout ce que je veux savoir. Pourquoi lui faire ça? Aléo? Il a secoué la tête, les yeux remplis de larmes. La lâcheté, a-t-il dit, la voix craquant. C'est la seule réponse. J'étais un lâche. L'entreprise coulait. J'étais noyé dans les dettes. Et j'étais trop fier et trop effrayé pour l'admettre à quiconque. J'ai laissé le plan insensé et désespéré de ta mère devenir mon plan parce que c'était plus facile que d'affronter la vérité, j'avais échoué. Il a enfin levé les yeux et croisé mon regard. Ses yeux étaient remplis d'une honte abyssale.
Quand on est aussi terrifié, on fait des choix monstrueux. Nous avons regardé notre petit-fils, notre beau et courageux petit-fils, et nous l'avons vu comme un obstacle. Mon Dieu, quel genre d'homme sommes-nous devenus? J'ai écouté sa confession. La rage que j'avais ressentie pour lui avait disparu, remplacée par une profonde hélas tristesse. Ce n'était pas un monstre. C'était juste un homme faible qui avait fait des choix monstrueux. Je ne peux pas te pardonner pour l'instant, ai-je dit, la voix stable. Je ne sais pas si je le pourrai un jour, mais ce n'est pas à propos de moi. Tu as brisé le cœur d'un petit garçon. C'est à lui que tu devrais penser. J'ai fait un demi-pas en arrière, signal clair que la conversation était terminée. Je pense que tu dois partir. Léo et moi avons besoin de paix. Nous avons besoin de guérir. Nous ne pouvons pas le faire tant que nous nettoyons encore les décombres de votre explosion. Il a hoché la tête lentement, une larme unique traçant un chemin sur sa joue usée. Je comprends, a-t-il murmuré. Il s'est tourné et est parti, sans regarder en arrière. En fermant la porte, j'ai ressenti un sentiment de finalité. Ce n'était pas de la vengeance. C'était des limites. C'était choisir la paix calme de ma nouvelle vie plutôt que le chaos familier de l'ancienne. C'était les funérailles émotionnelles de la famille que je croyais avoir. Les 3 mois qui ont suivi ont été les plus paisibles de ma vie d'adulte. C'était comme si un bruit fort, discordant et strident qui avait joué en arrière-plan de mon existence pendant 40 ans avait enfin été éteint. Le silence qui en a résulté était sublime. Ma vie s'est simplifiée en un rythme de but et d'amour. Tout tournait autour de la guérison de Léo et de mon nouveau rôle au travail. Nous avions nos contrôles hebdomadaires avec le docteur Anderson, qui utilisait des mots comme remarquable et guérison exemplaire. Nous faisions nos exercices de physiothérapie, qui se sont lentement transformés d'une corvée en source de rire. À mesure que Léo devenait plus fort et plus confiant, je regardais avec un cœur rempli de gratitude la couleur revenir sur ses joues et l'énergie débordante d'un enfant de 7 ans revenir dans ses membres. Libéré du drain constant du drame familial, j'avais une réserve d'énergie que je ne soupçonnais pas. Je l'ai versée dans mon nouveau poste au travail. J'ai redésigné les flux de travail, mentoré des analystes juniors et décroché 2 gros nouveaux clients pour l'entreprise. Monsieur Davison passait souvent par mon nouveau bureau d'angle, non seulement pour parler affaires, mais pour demander comment allait Léo. Je construisais une nouvelle sorte de famille, une famille professionnelle bâtie sur le respect mutuel et un soutien sincère. Léo et moi avons construit notre propre petit monde parfait. Nous avons établi de nouvelles traditions. Les vendredis forteresse, transformer le salon en labyrinthe de couvertures et de coussins pour des soirées cinéma. Les samedis pancakes étaient un rituel sacré. Nous avons fait un week-end dans un chalet à la montagne. Je l'ai regardé courir dans un champ de fleurs sauvages, chassant des papillons, la poitrine nue au soleil. La cicatrice sur son cœur était maintenant une fine ligne argentée. Elle n'était plus le symbole de sa blessure, mais le témoignage de sa force. C'était la marque d'un guerrier. J'ai entendu des murmures sur ma famille par une cousine qui n'avait pas pris parti. Le mariage du siècle de Chloé avait été drastiquement réduit. La famille de Grayson, les sauveurs riches sur lesquels mes parents comptaient, avait apparemment fait ses vérifications et découvert la vérité sur l'entreprise en faillite de mon père. L'investissement salvateur n'est jamais venu. Le mariage a eu lieu, mais c'était une affaire calme et discrète au country club local, pas l'événement somptueux que ma mère avait imaginé. J'ai ressenti un sentiment détaché de justice, mais j'étais trop immergé dans mon propre bonheur pour y penser beaucoup. Leur monde, construit sur un socle de mensonges et d'apparence, s'effondrait. Mon monde, reconstruit à partir des cendres et centré sur l'amour et l'honnêteté, prospérait. Toute ma vie, j'avais cru avoir besoin de leur approbation pour me sentir entier. L'ironie profonde était que c'est seulement dans leur absence que j'ai enfin trouvé moi-même. Un après-midi, une petite enveloppe matelassée sans adresse d'expéditeur est apparue dans ma boîte aux lettres. J'ai reconnu immédiatement l'écriture tremblante et arachnéenne de mon père. Ma première impulsion a été de la jeter à la poubelle, non ouverte. Je ne voulais pas de cheval de Troie qui perce les murs du royaume paisible que Léo et moi avions construit. Mais une curiosité plus profonde et plus complexe a retenu ma main. J'ai attendu que Léo soit profondément endormi, puis je me suis assis à la table de la cuisine sous la seule lumière tamisée, un verre d'eau à la main, et j'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait 2 choses, un chèque de banque de exactement 5 000 € et une seule feuille de papier ligné pliée en 3.
Mes mains étaient instables en dépliant la lettre. La même écriture tremblante remplissait la page. Michael, j'écris cette lettre en sachant qu'aucun mot ne peut réparer ce que j'ai brisé. Le mot désolé est une insulte à la douleur que je t'ai causée, de manière impardonnable, à Léo. Je le sais, mais c'est le seul mot que j'ai, alors je le dirai. Je suis désolé. Je t'ai dit que j'étais un lâche, mais je n'ai pas été complètement honnête sur la profondeur de cela. Ce n'était pas un échec récent. La vérité est que je suis un lâche depuis des années. L'entreprise a commencé à échouer il y a longtemps. J'ai pris une série de mauvaises décisions orgueilleuses. J'étais trop arrogant pour m'adapter, trop fier pour admettre que j'étais dépassé. Et je l'ai caché. Je l'ai caché à ta mère, à toi, à tout le monde. J'ai contracté des prêts secrets. J'ai déplacé de l'argent. J'ai construit un mensonge élaboré, me disant chaque jour que je pourrais le réparer avant que tout ne s'effondre. Quand Eleanor a découvert à quel point c'était grave, elle a paniqué. C'est une maître dans l'art de réécrire la réalité et elle en a créé une nouvelle. Le mariage de Chloé serait notre salut. Ce n'était pas une célébration familiale. C'était une transaction financière, un dernier pari désespéré pour impressionner la famille de Grayson et obtenir un renflouement. Et moi, dans ma faiblesse et ma terreur, je suis allé avec. Je me suis laissé croire au mensonge parce que c'était moins douloureux que d'admettre la vérité de mon propre échec. Nous avons regardé l'opération de notre petit-fils, un événement qui aurait dû rassembler notre famille dans l'amour et la peur, et nous l'avons vu comme une menace pour notre plan. Nous avons pesé ton agonie contre notre désespoir financier. Nous avons fait le pire, le plus honteux choix qu'un parent et un grand-parent puissent faire. C'était une faillite morale bien pire que la faillite financière. Ce chèque n'est pas un pot de vin pour obtenir le pardon. Je sais que ce n'est pas à vendre. J'ai vendu mes vieux outils de menuiserie, les dernières choses de valeur que je possédais vraiment, pour obtenir cet argent. C'est un remboursement, un petit geste inadéquat de responsabilité. C'est la première transaction financière honnête que je fais depuis des années. J'ai trahi toi et j'ai trahi ton fils. Je ne sais pas si je pourrai jamais réparer ça. Je vivrai avec cet échec pour le reste de ma vie. Papa. J'ai lu la lettre une fois. Puis une autre. Elle n'excusait pas ses actes. Elle n'effaçait pas le souvenir du téléphone silencieux dans la salle d'attente. Mais elle recadrait l'histoire. Ce n'était pas un conte de simples méchants, mais un récit tragique de l'orgueil d'un homme qui l'avait mené sur un chemin de mensonges et de déchéance morale. C'était la confession d'un homme qui avait tout perdu, surtout son propre honneur, bien avant de perdre son entreprise. J'ai plié la lettre et je l'ai rangée avec le chèque dans un tiroir. Je savais que je ne l'encaisserais jamais, mais il n'était plus un symbole de leur demande. C'était un symbole de son regret. Une petite bougie solitaire et vacillante dans une vaste obscurité. Quelques jours plus tard, par un dimanche matin lumineux et paresseux, j'ai su que c'était le moment. Léo était à la table basse, profondément concentré sur un dessin d'un T-Rex portant une cape et volant au-dessus d'une ville. La lumière du soleil entrait dans notre salon paisible. Je me suis assis par terre à côté de lui et j'ai posé la lettre pliée et le chèque sur la table. Il méritait d'être celui qui fermerait ce chapitre. Et mon grand, ai-je dit doucement, ne voulant pas le surprendre. Est-ce qu'on peut parler une minute de quelque chose d'important? Il a levé les yeux, ses yeux marrons curieux. D'accord. J'ai reçu une lettre de papy, ai-je commencé en choisissant mes mots avec soin. Il voulait que je te dise qu'il est vraiment, vraiment désolé. Il a dit que lui, mamie, tante Chloé et oncle Daniel se sentent tous terriblement mal de ne pas avoir été à l'hôpital. Il a dit qu'ils géraient de gros problèmes effrayants d'adultes et que, parce qu'ils avaient peur, ils ont fait un très mauvais, très égoïste choix. Il sait qu'ils ont blessé tes sentiments et il a très honte. Léo a regardé la lettre, son petit visage sérieux. Il n'a pas parlé. Il a juste écouté, absorbant l'information avec la gravité simple d'un enfant. Il a aussi envoyé ça, ai-je dit en tapotant légèrement le chèque. C'est de l'argent. C'est sa façon d'essayer de dire pardon. Nous ne allons pas l'utiliser. Il ira directement dans ton fonds pour les études. Mais je voulais que tu le voies. Je voulais que tu saches qu'il sait qu'ils avaient tort. J'ai pris une inspiration. C'était la partie cruciale. J'étais déterminé à donner à mon fils la seule chose que je n'avais jamais reçue, un choix. Voici la chose, Léo,
ai-je dit en le regardant droit dans les yeux. C'est complètement à toi de décider ce qui se passe ensuite. Le pardon n'est pas quelque chose que tu dois jamais donner. Et si tu le fais, ça doit être ta décision, quand tu te sentiras prêt. Si tu veux un jour les revoir, on pourra en parler. Si tu ne veux jamais les revoir, c'est parfaitement d'accord aussi. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Ce que tu ressens dans ton cœur est la bonne réponse. J'avais posé toutes les cartes sur la table. Je lui avais donné tout le pouvoir. Il a regardé la lettre, puis le chèque. Son regard a erré dans notre salon, sur ses créations Lego, sur notre petit jardin d'herbe sur le balcon, sur son dessin du dinosaure volant. Il est resté silencieux longtemps, et je lui ai offert le cadeau de ce silence, le laissant tout traiter sans pression. Enfin, il m'a regardé et un petit sourire doux et certain s'est étendu sur son visage. « J'aime bien quand c'est juste nous, papa », a-t-il dit. Le dernier nœud de tension que je ne savais même pas encore porter dans mon âme s'est enfin dissous. Je l'ai tiré dans mes bras, le serrant si fort qu'il a gloussé. J'ai enfoui mon visage dans ses cheveux doux, respirant le parfum simple et propre de mon fils, ma famille, mon monde entier. Moi aussi, mon grand, ai-je murmuré dans ses cheveux. Moi aussi. Je savais alors que la porte du passé n'était pas verrouillée et barrée. Peut-être qu'un jour, loin dans le futur, elle pourrait s'entr'ouvrir. Mais je savais aussi, avec une certitude qui s'installait profondément dans mes os, que mon travail principal n'était plus d'essayer de réparer ce qui était brisé. C'était de protéger ce qui était entier. Et à ce moment-là, en tenant mon fils, je me suis senti plus entier que je ne l'avais jamais été dans ma vie. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle a résonné en vous d'une manière ou d'une autre. Ça a été un long et difficile voyage, mais un voyage qui m'a beaucoup appris sur la force, les limites et ce que la famille signifie vraiment. Avez-vous déjà été dans une situation où vous avez dû choisir entre votre paix et votre famille? Je serais incroyablement reconnaissant d'entendre vos propres expériences dans les commentaires ci-dessous. Partagez votre histoire, et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas manquer la suite. Votre soutien signifie tout pour moi.